pour introduire cette journée, nous avons le grand honneur de recevoir le professeur von Tetzschner qui vient de Norvège, qui est professeur émérite de psychologie du développement à l'université d'Oslo. Ses recherches portent sur le développement typique et atypique et sur le développement du langage en particulier, y compris le développement du langage chez les personnes qui parlent peu ou pas. Il est auteur de nombreux articles, d'ouvrages, vous le connaissez certainement déjà. Et son intervention s'intitule « Rendre l'environnement accessible à la communication pour les enfants, les adolescents et les adultes qui utilisent la CAA ». Merci de l'accueillir. Thank you very much and good morning. Is this working? Yeah. Okay. Vous devriez savoir, pour commencer, que les problématiques ici concernent la CAA et ce mode de langue. C'est un développement de la langue. On se concentre beaucoup sur l'apprentissage. On doit apprendre à l'enfant et à l'adulte. En fait, c'est plus un process de développement de la langue et je crois que c'est très important de voir les choses de cette façon. Est-ce que vous apprenez à un enfant, alors l'enfant l'a appris et vous montre qu'il l'a appris, ou est-ce qu'on essaie d'influencer la procédure de l'apprentissage de la langue au fur et à mesure? Des psychologues du développement et de l'enfant ont examiné cette procédure du développement du langage, pas du point de vue de l'apprentissage, bien que l'apprentissage soit très important dans la CAA. Donc, c'est quoi l'environnement du langage? En fait, ce sont des enfants les enfants ne vont pas créer leur propre langue. Il faut toujours que ce soit guidé. Il faut qu'il y ait un environnement qui vienne soutenir cet apprentissage de la langue. Et ce sera les membres de la famille, l'école maternelle, l'école, les copains et les copines. Les enseignants, évidemment, l'environnement grandit au fur et à mesure que l'enfant grandit lui-même. Et l'environnement de la langue, en fait, c'est la seule source pour que l'enfant apprenne les pratiques linguistiques. En fait, ils apprennent en observant les autres, mais aussi en faisant de la langue, c'est-à-dire on dit qu'on parle pour apprendre. Donc, ils ne copient pas seulement quelque chose qu'ils entendent, ce n'est pas que de l'imitation, j'en parlerai tout à l'heure. Ça a trait également à qu'eux, ils essayent avec les ressources dont ils disposent. Donc, un environnement linguistique qui vienne soutenir cet apprentissage, c'est vraiment quelque chose qui va étayer la communication. Et lorsqu'on regarde le mot, on ne voit pas simplement un carré ou une couleur. On voit une action et les possibilités d'action. Donc c'est la manière l'ETH, c'est une manière de faire de donner la possibilité, de donner le potentiel. On observe le monde comme une opportunité pour avoir ensuite une action de communication qui va utiliser la langue. Et il s'agit véritablement de cela. Alors, c'est un petit peu lent à se mettre en place. Alors, quel que soit le mode de langage utilisé, on doit le développer grâce aux interactions sociales. Et c'est grâce à ces interactions sociales, certaines sont seulement vraiment du point de vue de l'apprentissage et de l'éducation, mais d'autres pas. Et les enfants doivent être des membres compétents de la société. La langue sert à cela, à devenir membre de la société. Et on doit communiquer avec eux et ils apprennent de cette manière. Ceci exige plusieurs accès à la communication, des accès multiples.
Et ce concept de l'accès communicatif dérive de l'accès physique. En fait, on parle de l'accessibilité aux bâtiments, on doit traverser la rue, il y a les trottoirs, ce n'est pas aussi simple. Mais en fait, c'est beaucoup plus simple s'il n'y avait pas de trottoir et ce serait beaucoup plus simple pour les personnes avec des enfants s'il n'y avait pas de trottoir. Donc l'accès, ici, l'accessibilité à la communication ou de la communication nous permet d'avoir accès au monde pour pouvoir communiquer dans le monde. Et j'aimerais également insister sur le fait que ce concept d'internalisation et d'externalisation de la langue qui vient de Karp et Wilson, l'internalisation de la langue signifie que nous nous adaptons et nous apprenons les signifiants communicatifs de la langue. En fait, tout le système linguistique qui se trouve autour de nous, nous l'apprenons. C'est très important. Et je dirais que ceci est vraiment concentré sur l'internalisation. Mais l'externalisation, c'est de pouvoir parler de vos sentiments intérieurs, de vos idées, mais ce n'est pas accessible aux autres. Donc vous devez les partager, vous externaliser vos propres idées et vos propres sentiments, dont vous communiquez ce qui n'est pas connu de vous. Et c'est très important dans l'ACA, car il y a une grande tendance à dire à l'enfant ce qu'il doit dire, et les autres personnes savent ce que lui va dire, ce que l'enfant va dire. Mais l'externalisation, c'est vraiment comment on se ressent, comment on se sent, pardon, comment on fait partie de la société, comment on s'exprime, tout comme les personnes s'expriment également. J'y reviendrai, mais l'accès à la communication signifie que vous avez vraiment accès à la communication externe et interne, et on l'oublie souvent dans l'externalisation. Vous avez accès à ceci grâce à la CA. Alors, l'accès de la communication, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les personnes de votre environnement doivent reconnaître que l'enfant a besoin d'un système alternatif de communication. Ils doivent l'accepter, le réaliser et l'accepter. Et cette acceptation n'est pas simple, car on veut tous avoir des enfants qui parlent. Mais l'ennemi, le mieux est souvent l'ennemi du bien. Donc, si on peut l'aider dans son développement de la langue avec la communication augmentative et alternative, eh bien, l'enfant va jouir d'un autre mode de communication et va pouvoir l'utiliser à bon escient. Donc, les personnes dans l'environnement, nous ne parlons pas simplement des personnes, nous avons des compétences de réception. L'environnement doit comprendre les besoins de l'enfant. Si l'enfant utilise des symboles graphiques, il doit connaître le système. Si ce sont des signes manuels, alors il faut apprendre ces signes manuels. Ensuite, il faut que l'environnement également développe ses propres compétences, car on doit avoir un socle, quelqu'un autour de vous qui connaît ce mode de communication, doit vous aider. Donc, il faut apprendre de ces personnes. L'apprentissage, ça peut vraiment faire partie de ceci, mais ça peut être également des personnes qui utilisent ce système déjà dans leur communication vraiment quotidienne, et l'enfant peut les observer et apprendre d'eux. Et les compétences doivent toujours être partagées. N'oublions pas ceci. Si l'enfant parle très bien en langue des signes ou d'autres systèmes qu'il va utiliser, si ses pairs ou les adultes qui l'entourent ne connaissent pas le système, ça ne sert à rien. Il faut que cette compétence soit partagée. Et encore une fois, l'enfant ne peut pas parler. S'il pouvait parler, il n'aurait pas besoin de l'ACA. Donc, il a besoin des autres, et ce sont les autres qui doivent s'adapter à l'enfant. Donc, le partage des compétences, ce sont ceux qui ont un développement du langage typique qui doivent s'adapter, et pas le contraire.
Je crois que je vais répéter vraiment. La CAA, en fait, c'est vraiment la communication alternative et améliorée, c'est vraiment le passage pour la communication. Et en fait, la CAA, elle inclut une variété d'outils et elle mène à la participation grâce à la communication, car on prend part à tout type d'interaction où la langue est présente. Et rappelez-vous, il ne s'agit pas seulement de choisir une activité, il faut dépasser cette barrière. Souvent, on commence par donner à l'enfant des choix, en fait, lui faire comprendre que ça, c'est comme ça qu'on l'utilise. En fait, il a toujours le choix, l'enfant. Comme pour la langue, du point de vue de mon environnement, on choisit. Et c'est comme ça que l'enfant perçoit le mode de langue qu'il va utiliser. Ce serait difficile, on ne peut pas transférer ce que l'environnement va me montrer et va me dire, eh bien voici, donc le discours des autres est autre chose. Et ça, il peut se trouver comme une île isolée. Donc la CAA, c'est une opportunité et l'environnement doit pouvoir proposer toutes ces opportunités de communication à l'enfant. Alors, ce transparent n'est pas forcément nécessaire, mais simplement pour vous rappeler quand nous avons les communications alternatives, quand nous avons besoin d'un autre moyen de communication. C'est un des outils de la CAA. L'autre aspect, c'est améliorer. Alors pourquoi améliorer? Nous avons le discours, mais le discours n'est pas assez intelligible, pas assez clair pour qu'on puisse comprendre l'externalisation de la pensée. Donc ici, il faut vraiment que ce soit un complément au discours, mais également un moyen de développer le discours. Et c'est très important ce point, car hier, on a parlé beaucoup de la CAA. Est-ce que ça empêchait de parler? Est-ce que c'était la manière la plus facile de communiquer? Ce n'est pas toujours la manière la plus facile. C'est beaucoup plus long et toutes les problématiques autour de la CAA. Mais il nous faut un moyen, si le discours ne vient pas, si la parole ne vient pas, il faut on doit toujours apprendre à l'enfant à parler, et beaucoup arrivent à s'approprier cette parole. Je voulais vous rappeler également que dans la langue des signes, ce n'est pas la langue des signes, ce sont des signes manuels. En fait, c'est de la parole signée. Ce n'est pas la langue des signes. Il y a beaucoup de versions de langue des signes, anglais, français et d'autres langues. Et nous avons également le signe avec le clavier. Il y a également les signes tactiles pour les aveugles. Et ceci, rappelez-vous, il y a une tendance à toujours mettre des symboles graphiques. Mais c'est surprenant, car beaucoup, dans les études de cas que je lis, eh bien, on utilise ce dispositif ou ce système graphique. Et ensuite, on dit, ils n'utilisent pas à la maison. À la maison, ils utilisent des signes manuels. Ils n'utilisent pas ça avec ses copains, parce que les copains connaissent des signes et c'est beaucoup plus simple et plus spontané de communiquer ainsi. Bien sûr, mais ceci a trait à l'utilisation de vos mains. Si vous pouvez vraiment avoir un système de signes intelligibles, c'est exactement la même chose pour est-ce qu'on peut marcher. Vous pouvez être en chaise roulante et avoir une super langue des signes. Donc n'oubliez pas l'utilisation des mains, c'est toujours très important. Je voulais également vous rappeler qu'il y a différents types de symboles graphiques. On débat longtemps sur est-ce qu'on doit utiliser PCS ou d'autres types de symboles.
En fait, l'essentiel en fait, est de dire qu'il y a 3 types de symboles graphiques. Les premiers, ce sont les pictogrammes, avec les silhouettes en noir et blanc. Nous avons le type PCS et nous avons les symboles. Pour les pictogrammes, ils sont plus simples, ce sont des images faciles à interpréter. Et ensuite, les symboles sont en couleur. Mais la vraie Rolls-Royce du système de graphique, ce sont les symboles symboliques. Et c'est beaucoup plus complexe, mais ils offrent une plus grande opportunité. Vous devriez utiliser ce système pour l'enfant. C'est vraiment le meilleur pour l'enfant individuel. Et rappelez-vous que vous ne suivrez pas toujours le même système. Le système peut changer. Et c'est très bien si on apprend à lire et à écrire, c'est formidable. Mais rappelez-vous, quelqu'un a dit hier qu'ils ont arrêté de faire des évaluations. Je dois insister sur le fait que ce n'est pas non plus une bonne solution, car il faut continuer à évaluer, car comment sait-on quel est le système qui va être le mieux accueilli par l'enfant? C'est grâce aux évaluations, et on fait des évaluations de l'environnement également, puisque c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Pour vous montrer le type de communication non électronique, et vous n'aimeriez pas que votre menuisier ait seulement en fait un marteau. Les Américains disent, si vous avez un marteau, tout ressemble à un clou. Et si votre menuisier arrive seulement avec un marteau, tout ce qu'il va faire, c'est enfoncer des clous. Nous avons tous besoin de nombreux outils. Et il ne faut pas être fidèle à un outil. Peut-être on aime bien, on a un outil favori, mais vraiment, il faut avoir autant d'outils que possible. C'est pareil pour le système graphique, pour la langue des signes, pour différents dispositifs graphiques. Et on peut avoir toute une discussion sur quel outil utiliser. Mais c'est très bien d'avoir des claviers de communication, car l'enfant comprend, car en fait, en tournant les pages, une nouvelle page arrive. Si c'est seulement sur un dispositif et l'enfant n'a jamais compris que lorsqu'il appuie sur le bouton, en fait, ça fait tourner une page. C'est beaucoup plus simple. C'est la même chose. Nous avons beaucoup de jeux avec les iPads, on peut jouer au Lego, etc. En fait, vous apprenez beaucoup plus sur le monde physique en Lego que si vous le faites pour de vrai. Et ensuite, vous pouvez le faire sur un écran, mais il vaut mieux le faire dans la vie réelle. Les enfants qui ont besoin de l'ACA sont très différents, très différents de voir des groupes. Il y a des enfants qui ont du retard dans l'acquisition du langage, mais qui vont y arriver. Il y a des enfants qui parlent, mais c'est très inintelligible pour la plupart des gens. Peut-être que les parents les comprennent, mais c'est tout. Il y a des enfants qui sont non-verbaux pour des questions physiques et d'autres enfants qui ne comprennent pas la langue parlée, donc ils ne parlent pas non plus. Ils sont très différents et nous avons l'handicap comme les problèmes moteurs, le syndrome de Down, le trouble du spectre autistique et les problèmes sévères du langage, par exemple la dysphasie réceptive. Et ils ont besoin d'interventions différentes. Si c'est un handicap moteur, par exemple, la perception va être différente. Il n'y aura pas une recette pour tous. Mais dans l'environnement, l'environnement devra s'adapter de manière différente aux problématiques de l'enfant. Et rappelez-vous que l'ACA n'est pas une déficience ou un handicap. L'ACA, c'est vraiment une solution
lorsque la parole n'est pas présente ou pas encore présente, car il y a des enfants qui finalement vont faire l'acquisition de cette parole un peu plus tard. Donc, il ne faut pas tout le temps dire qu'ils ont des besoins de communication complexes, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. En fait, c'est plus important de savoir qu'ils font des graphiques, qu'ils ont une langue des signes ou d'autres systèmes. Alors, nous savons comment nous communiquons avec eux et on sait qu'ils ne peuvent pas parler. C'est la raison pour laquelle ils bénéficient de l'ACA. Mais rappelez-vous que pour les enfants, les difficultés motrices leur permettent justement, grâce à la langue, ils ne pourront pas utiliser les Legos, ils ne pourront pas jouer avec des balles, etc. Mais c'est la langue pour l'action, c'est-à-dire que on peut dire à mon copain, copine, à mes pères, à mes parents, à ma fratrie, c'est moi qui construis le Lego, c'est moi qui déshabille la poupée. Et alors, on peut faire les choses physiques. On ne peut pas le faire, mais on le délègue en fait à ces personnes de son entourage. Et en fait, c'est une réalisation, un objectif, et ce n'est pas quelque chose dont on doit être désolé. Et on doit évidemment regretter que l'enfant ne puisse pas parler, mais on devrait être heureux qu'ils arrivent à s'exprimer. Il y a autre chose pour la CAA qui a trait aux capacités de l'enfant. Encore une fois, on revient à l'évaluation et on trouve un moyen pour que l'enfant utilise la langue de manière différente, évidemment, mais ce mode vraiment est accessible à partir de l'enfant, des capacités de l'enfant. Si on regarde l'environnement linguistique de la CA, vous ne devriez pas réfléchir à penser que la CA doit s'appuyer sur des théories du développement du langage, mais vraiment, on doit l'aborder comme un cadre du développement de la langue. Il y a différentes théories sur le développement de la langue, mais toutes ces théories se rejoignent. Rappelez-vous que la CA, c'est l'exposition à la langue grâce à la CA. Et la plupart vont comprendre, un petit pourcentage ne va pas comprendre le discours, mais va pouvoir utiliser la CA, et d'autres comprennent beaucoup la parole. Et donc, il faut parler car il n'y a pas d'environnement naturel pour les enfants utilisant la CA. Donc, on peut donner des instructions directes, mais les instructions ne sont pas vraiment suffisantes. Il faut qu'il y ait une possibilité en tant que parent, en tant que professionnel, car l'enfant ne peut pas choisir ses propres signes manuels et ses propres graphismes. C'est là que l'accessibilité entre en jeu. Il y a des personnes qui connaissent le système et vous pouvez apprendre de ces personnes. Donc le développement de l'ACA exige un environnement linguistique compétent. Les fondements de l'accès à la communication, avec donc cette accessibilité sur le plan de la communication pour les utilisateurs, c'est de comprendre l'utilisation de l'ACA. Donc l'enfant vraiment a choisi le bon moyen d'y arriver. Donc l'enfant doit parler et s'engager dans des conversations de tous les jours. Et ce ne sont pas être des questions fermées, tu veux ceci ou pas, oui ou non. En fait, ça peut être vous pouvez avoir des super conversations avec les enfants de 2 ans. Ils ont tellement de choses dans la tête. Et vous avez des enfants qui utilisent la CA, qui sont beaucoup plus âgés et beaucoup plus mûrs dans leurs esprits. Et en fait, on ne rentre pas en conversation avec eux. Et on devrait.
Et ça doit être vraiment quelque chose qui vient de l'enfant. Souvent, dans les conversations familiales, il y a des choses établies et bien connues des membres de la famille, mais il y a d'autres choses. Alors à l'école également, l'école utilise le mode de langage de l'enfant pour les apprentissages. Et en fait, ils doivent faire connaître ce mode au personnel et à l'équipe éducative et aux élèves. En Norvège, nous avons dans notre loi de l'éducation, il y a un chapitre sur les droits de la langue et de l'accès à la langue. Et je crois qu'on est beaucoup plus ouvert comparé à la législation française. Donc il y a la langue des signes est acceptée aussi. Et il y a également un groupe qui parle le finlandais, qui est accepté, et ce sont des droits à l'éducation. C'est une minorité linguistique, mais elle est acceptée. Et depuis 2012, la CAA est inclus dans ce chapitre des langues acceptées. Ceci signifie que si vous utilisez la CAA, vous avez le droit d'être éduqué et d'aller à l'école en utilisant la CAA. Et donc, lorsqu'en 2012 ça a été introduit, le nombre d'élèves qui ont essayé, ou de personnes également adultes qui se sont inscrites à des cours, a doublé, a plus que doublé grâce à ceci, car l'école avait la responsabilité et se tenait d'accueillir ces personnes qui utilisaient la CAA et devaient avoir des professeurs qui avaient la compétence. Donc c'est très important, ça s'est joué au niveau gouvernemental. Ce gouvernement, en fait, Paris, c'est loin de Toulouse, mais vous pouvez essayer de mettre la pression sur Paris. Les pairs, il y a également des professionnels de la CAA qui ont des compétences particulières en matière d'évaluation et qui peuvent offrir des interventions en CAA. Il ne s'agit pas seulement d'aller sur Internet. Il y a des choses très intéressantes sur Internet, d'accord, mais il y a également beaucoup de choses tout à fait terribles. Donc il faut être guidé, il devra y avoir des personnes qui vous aident et vous soutiennent dans l'environnement adéquat. Et on oublie le groupe, souvent oublié, les pairs. Il y a beaucoup de mots quand on parle de pairs. Ils essaient de changer leur attitude. Ils essaient de dire des choses sympas. Pour les pairs qui utilisent la CAA, en fait, le meilleur moyen, je pense, pour changer les attitudes, c'est que les pairs soient compétents également, qui aient cette compétence communicationnelle partagée et qui permettent à l'enfant de pouvoir partager sa CAA. Et alors, ça va changer leur attitude également. Si vous ne connaissez pas, quelque chose, vous êtes toujours un petit peu anxieux. Et j'ai vu des directeurs et directrices de l'école qui se mettent autour de l'enfant qui est sur une chaise roulante. Ils ne savent pas comment ils communiquent et ils ont peur de communiquer avec elle ou lui, au lieu d'être ouvert et de vouloir accueillir cet enfant. Également, le gouvernement local et central peut faire une grosse différence. Nous sommes le seul pays, je crois, au monde, en Norvège, qui a cette loi qui est vraiment inscrite et qui a permis cet accès à ces enfants utilisant la CAA. Si l'on parle des crèches et des écoles comme l'environnement linguistique, le premier environnement, nous avons une relation verticale entre adultes et enfants et une relation horizontale entre pairs. Et ce sont les relations horizontales qui sont importantes. C'est là où on peut apprendre des choses de manière différente. Et l'enseignement, il doit être adapté à l'enseignement de la CAA, il doit être adapté. Peut-être qu'il y a d'autres handicaps, quelquefois, en effet, c'est le cas, et il faut toujours examiner cette situation-là. Et les enfants, les adultes doivent connaître le système, nous l'avons déjà dit, et je dois insister sur le fait qu'en Norvège,
La chaîne commerciale la plus importante, c'est la 2, TV2. Ils ont une chaîne d'enseignement, éducation, où on peut jouer et apprendre. Et grâce à cette chaîne, il y a également en option les symboles graphiques. Donc, il y a donc des infos adaptées au niveau de la classe et des choses ordinaires. Et ensuite, ils ont des petits quiz, ce genre de choses. Et on peut toujours inclure les symboles graphiques si un enfant a besoin de ces symboles graphiques. Quelquefois, ce sont des migrants qui ne connaissent pas la langue encore, mais ça fait partie de la CAA. Donc, ils ont accès à la société ainsi, de manière toute simple, tout comme les pères. Je ne sais pas quelle chaîne de télévision vous pouvez utiliser en France, mais vous pourriez essayer ceci. Then, of course, et puis ensuite, bien sûr, nous avons besoin d'interventions de partenaires potentiels. Alors, on a énormément d'études à ce sujet, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il est important de comprendre qu'on n'apprend pas seulement un système. Habituellement, si vous voulez, en signe des langues, ce geste signifie balle. Et en réalité, c'est la compréhension de la façon dont on utilise le système qui est bien plus complexe. Et donc, la question clé, à mon sens, c'est qu'il faut considérer la CAA comme un processus de développement, un mode de développement. Et c'est un processus complexe et créatif. Et il faut comprendre les aspects fonctionnels des signes manuels, des signes graphiques, et ainsi, on a une compréhension profonde de la chose. Et ensuite, il y a la sélection du vocabulaire. La plupart des enfants qui utilisent la CAA ont un champ lexical plus restreint que leur père. Et ils doivent utiliser ce vocabulaire différemment pour pouvoir dire la même chose que leur père. Et il faut savoir comment cela fonctionne. À partir de ce moment-là, on sait quand l'enfant va peut-être parler d'un oncle qui joue au golf quand il va, je ne sais pas, utiliser un signe. Il va peut-être mentionner une boule de billard, par exemple. C'est une métaphore. Mais si l'on sait ce qu'il veut dire, alors on peut comprendre, on peut deviner ce qu'ils font, mais ça peut être très difficile parce qu'ils sont tellement créatifs, justement. Il faut bien sûr comprendre la construction des phrases et il faut être un partenaire de communication dans les conversations en CAA. Et puis, bien sûr, les pauses. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et comment est-ce que l'on trouve une bonne solution? Alors, vous allez peut-être contribuer, l'enfant va contribuer, mais ça ne sera pas, je ne sais pas, l'enfant ne sait pas dire ce qu'il veut dire, n'est pas capable de dire ce qu'il veut, alors je vais le dire à sa place ou je vais deviner. Non, il faut que ce soit l'enfant qui procède, qui fasse ce travail, mais il doit apprendre à le faire. Et ensuite, nous devons nous assurer que la CAA soit disponible dans la vie de tous les jours. Et nous avons réalisé des études internationales et on s'est rendu compte que souvent, l'enfant n'avait pas de CAA, elle n'était pas disponible ou elle n'était pas utilisée. Et assez intéressamment, on a demandé aux parents, on a parlé aux professeurs ou aux éducateurs spécialisés en fonction des responsables, on leur a demandé de nous dire ce qu'il en était de la CAA à l'école. Et souvent, la réponse était « on ne sait pas ». Donc, si vous voulez, on essaye de faire quelque chose qui fonctionne dans différents environnements, mais il faut connaître les environnements. Alors, certains vont dire « ah, mais les parents peuvent venir à l'école », et donc ce sont les parents qui deviennent enseignants. Mais on doit également aller dans les foyers, dans les maisons, et voir comment ils communiquent, parce que souvent on est surpris du niveau de communication, ils communiquent très bien. Et
Il ne faut pas considérer que notre système c'est le meilleur et puis mépriser les autres. Alors, quelques mots au sujet de la routine. On parle souvent de la routine et évidemment, on se concentre sur ces routines parce que la routine, si vous voulez, c'est un petit peu comme ce cadre. Et à l'intérieur de ce cadre, vous savez, on a restreint le champ des possibles et ça permet d'apprendre eh bien, de nouveaux mots. Mais la routine doit être, il faut qu'il y ait une routine de variation et pas seulement une répétition. Et donc, bien sûr, il y a le cadre qui fait que l'on peut faire les choses de la même façon, mais ce n'est pas vrai pour tous les enfants. Ce n'est pas vrai, par exemple, pour les enfants qui ont le syndrome de Down. Si on ne fait que de la routine, on devient très répétitif. Et j'ai vu des exemples d'enfants qui passent leur journée et tout se passe très très bien et il n'y a aucune situation où ils ont besoin de communiquer parce que finalement tout se passe exactement de la même façon. Et ça, c'est un environnement linguistique qui est totalement déplorable. Et finalement, on a des problèmes communicatifs parce qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qu'ils veulent peut-être dire ou faire, mais ils doivent le faire sans communiquer. Et si vous voulez, il faut pouvoir, il faut faire en sorte que l'environnement permette la communication. Il faut un environnement qui mette en avant la communication, qui la permette. Jane a mentionné la communication authentique hier. Alors, j'ai une définition beaucoup plus simple qui est que la communication authentique, ma foi, c'est tout ce qui émane de l'enfant et personne d'autre. C'est quelque chose que l'enfant veut dire ou exprimer d'une façon ou d'une autre. J'aimerais également dire que très souvent, il y a ce conseil où on parle de stimulation du langage assisté et on parle également de la modélisation. Alors, la stimulation du langage assisté, c'est très rare en dehors des contextes d'enseignement. Et je suis un petit peu inquiet au sujet de l'utilisation de la modélisation parce que je pense que les enfants n'imitent pas forcément, ils observent et ils utilisent ce qu'ils ont observé. La modélisation, c'est dire à l'enfant comment exprimer quelque chose. Et c'est une activité éducative. Alors c'est très bien sur le plan éducatif, bien sûr, mais ça n'est pas quelque chose qu'il faut faire toute la journée. L'objectif donc du langage assisté, eh bien, c'est tout simplement d'être exposé à la langue et donc l'importance de l'environnement ici a tout son sens. Et j'aimerais également vous dire que la vie avec les CAA peut s'apparenter à une forme de formation continue. Ici, ceci est tiré d'un livre de Madame Smith. Alors, on a des enfants qui racontent une histoire et puis ensuite les parents, les enfants racontent l'histoire aux parents et on voit comment ils communiquent. Donc, on lit une histoire et on demande à l'enfant d'expliquer de quoi l'histoire parle. L'histoire parle du lit. Et donc, lit, c'est quoi? C'est aller au lit, c'est bien ça? Et là, ensuite, il y a la mère qui intervient et dit, comment dit-on aller au lit? Où est le mot aller? Où est le mot aller? Où est le mot aller? Tu peux trouver le mot aller pour moi? Allez, Yvonne, trouve-moi le mot aller. Allez, prends un petit doigt, juste un seul, Yvonne. Allez, maintenant, où est le mot aller? Où est le mot aller? Et elle indique le mot aller. Et la maman dit merci.
Souvenez-vous que la communication doit répondre à la communication et non pas, il ne faut pas répondre à la communication par des récompenses ou des remerciements. Il y a cet universitaire qui a écrit un livre de conversation avec un enfant de 1 an et puis ensuite il a écrit un livre au sujet de la communication internationale. Et il dit que lorsque l'on communique avec quelqu'un, on obtient une réponse. Lorsqu'on communique avec un professeur, on obtient une note. Alors, il est important de promouvoir la communication authentique, j'en ai déjà parlé, mais il y a également ces routines qui sont très importantes. Il y a ce qu'on appelle le back channel également. Alors, c'est quand on dit à l'enfant ce qu'il doit dire. Alors, voici un exemple. Nous avons Henri. Alors ici, le J, ça devrait être un H. Hein. Mais bon. Donc, Henri utilise un petit classeur de communication avec 145 pictos et son père venait de lire ce cahier de liaison. Et il lui a demandé, as-tu appris des choses sur des animaux en particulier et quels animaux ils sont dans ton livre? Alors, de quel animal as-tu appris quelque chose aujourd'hui? Alors, l'enfant dit chien, et le père dit, oui, le chien, est-ce que quelqu'un a amené un chien à l'école, et c'était qui? Et là, l'enfant regarde le tableau, et puis il sourit. Alors là, on dit, est-ce que c'était Marie? Non. Est-ce que c'était John? Et oui. Alors, et le père dit, oui, c'est écrit dans ton cahier que c'est John qui a amené le chien. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de responsabilité de communication là pour Henri. Alors, j'utilise cet exemple, j'aime pas trop l'utiliser, enfin, je suis toujours un petit peu inquiet parce que ce père était vraiment un très bon père et puis quand son enfant rentrait à la maison, il s'en occupait, il utilisait ce classeur, ce cahier de liaison de façon très efficace et ils avaient vraiment un très beau lien de père et fils, donc il y avait beaucoup de bonnes choses dans leur relation. Mais bon, voilà, il y avait des limites. Alors, j'ai une autre histoire à vous raconter. J'ai fait une étude avec un chat. Autrement dit, j'ai amené un chat à l'école ou au jardin d'enfants. J'adore les chats. Et j'ai des chats qui sont morts durant l'étude. Mon chat est mort durant l'étude, alors du coup, j'ai dû faire venir plein d'autres chats. Mais on a dit aux parents que voilà, j'allais faire quelque chose d'inhabituel. Et les parents ont essayé de deviner toutes sortes de choses. Et puis il y avait cette maman, et donc elle passait en revue ce cahier de liaison avec l'enfant. Et l'enfant a posé sa main sur chat. Et la maman a dit le chat, oui, sans vraiment y penser. Et donc, elle a continué, c'était ici, c'était là. Et puis finalement, la petite fille a touché le chat. Et en fait, elle me montrait du doigt avec ma caméra. Et ensuite, j'ai dit à la maman, mais vous savez, elle l'avait déjà dit. Et puis la maman dit, ah bon, comment ça, elle l'a déjà dit? Mais oui, elle a indiqué le chat. Ah, mais d'accord, mais je ne pensais pas que c'était de ça qu'elle parlait. Et en réalité, elle ne croyait pas que l'enfant était en mesure de le faire. Et donc, elle a essayé de répondre pour l'enfant. Et au lieu de lui donner des petits défis positifs, comme je le faisais, eh bien, voilà. Mais finalement, ça a beaucoup changé. Puis la maman a appris à vraiment avoir plus confiance en son enfant. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps. J'aimerais également vous rappeler que donc l'expansion de l'énoncé de l'enfant est une caractéristique d'un échange dirigé par l'enfant.
Alors, dans le langage, dans le développement linguistique classique, l'expansion est quelque chose qui est positif pour l'enfant. Mais l'expansion est ici habituellement quelque chose que l'enfant n'a pas de vocabulaire pour cela, donc il ne peut pas l'utiliser. Et donc cette expansion, c'est uniquement pour les acquis oraux, et ça n'est pas pour l'usage de l'enfant. Et l'idée de cet environnement, c'est qu'il faut être en mesure d'utiliser ce qu'il y a autour de vous. C'est votre environnement accessible. Il faut pouvoir utiliser ce que l'on apprend. Bien sûr, on peut entendre beaucoup de choses que l'on ne pourra pas utiliser avec les symboles graphiques, c'est pas gênant. Mais il faut qu'il y ait suffisamment de choses pour pouvoir se développer de façon positive. Alors, un programme qui cherche à accroître les compétences de la CAA au sein des familles. Alors, les enfants, les frères et sœurs, c'est une ressource précieuse, comme vous avez pu le voir avec le frère d'Ahmed. C'est très typique, il communique très très bien. Alors, une introduction à la CAA. Bien sûr, peut-être une bonne chose. Ensuite, il faut des sessions de groupe avec une ou deux familles et on se concentre sur les principales difficultés auxquelles ces enfants sont confrontés. C'est toujours mieux d'avoir plus d'une famille parce qu'ensuite, elles peuvent un petit peu partager et faire les choses ensemble. Ensuite, bien sûr, on a besoin de sessions familiales individuelles où le spécialiste ou l'enseignant ou la personne qui est en charge aide la famille. Et il faut qu'ils viennent parfois au foyer lorsque c'est approprié. Alors tout le monde ne souhaite pas avoir des professionnels qui viennent à la maison, mais ça peut être une bonne chose. Et l'enseignant peut ensuite commenter sur la communication de l'enfant avec ses parents ou ses frères et sœurs. Et ensuite, on peut également envisager des sessions de groupe sans professionnels. Uniquement des parents ensemble. Et là, l'ambiance est complètement différente. J'ai eu la chance parfois d'être là, alors j'étais assis et je prenais une petite bière pendant qu'ils parlaient, racontaient leurs histoires et parlaient de ce qui marchait bien, parlaient de ce qui ne marchait pas bien. Et ces interactions, bien sûr, alors c'était dans un centre à Oslo et puis ces familles venaient vraiment de tout le pays et puis elles créaient de nouveaux liens d'amitié et puis elles apprenaient tant les unes des autres. Et c'était très différent, ça aurait été très différent s'il y avait eu un professionnel en charge. Donc ce sont vraiment des réunions très précieuses. Et les sujets, bien sûr, dont ils auront parlé, ils pourront ensuite aller voir un professionnel et leur dire « Ah, mais on a parlé de ceci lors de ce groupe, et peut-être qu'on pourrait procéder de telle ou telle façon. » Alors, on pense qu'il est important d'avoir une évaluation de la compétence. Et donc, dans cette approche BAC, donc il y a une étude internationale qui a été réalisée englobant 60 pays et plus de 100 enfants. Et il fallait absolument que l'enfant puisse relayer quelque chose à ses parents. Et donc en utilisant ce type de tâches, on évaluait l'interaction. Et on arrivait à comprendre ce que l'enfant faisait. Et donc là, on a quelques publications à ce sujet. Donc voilà, on a des choses assez simples. Et puis, il y a des choses moins faciles pour les parents. Quand l'enfant essaye de dire cela, là, c'est moins facile à comprendre. Mais on ne veut pas des choses trop faciles. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, ce sont des dessins de Janice Murray, qui est professeure à l'université de Manchester. Et, elle dessine très bien, même si on peut deviner un peu de Magritte là-dedans. Mais il faut que ce soit quelque chose qui ne soit pas connu du récipiendaire. Et donc,
On peut donner quelques indices et avec quelques indices, on comprend un petit peu ce qui se passe. Alors ici, je ne peux pas vous montrer la vidéo, bien sûr, mais cette petite fille, ici, c'est la petite cousine de ma femme, elle est en train d'écrire avec une carotte. Et elle le fait vraiment très bien, très mignonne, cette petite. Et après avoir écrit, elle mange la carotte. Et raconter ça à des parents. Et on en a une autre, on a un jeune homme qui promène un ananas en laisse. Enfin, et les partenaires de communication n'y croient pas, tout simplement. Et on a des groupes de référence avec les enfants, et ils l'expliquent sans problème, et les parents trouvent que c'est très étrange, mais bon, ils s'y font. Et donc, dans ces études, on s'est rendu compte qu'il y avait tant de créativité chez les enfants. Et alors, il faut que je surveille la montre, mais vous verrez qu'ici, on a quelques exemples. Voilà, c'est cette diapo que je cherchais. Donc, il faut apprendre des enfants. Les enfants développent des moyens d'utiliser ces symboles graphiques. Vous savez, ils vivent avec. Donc, ne pensez pas que c'est vous qui détenez toutes les ressources et que c'est une bonne chose, parce que quand vous apprenez de l'enfant, eh bien, vous pouvez ensuite l'enseigner à d'autres enfants. Et donc, si vous voulez, chacun n'a pas besoin de réinventer à chaque fois la chose. Et il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a énormément de choses à apprendre. Et puis, on peut également apprendre quelles sont les choses qu'ils ne sont pas en mesure de faire. Mais lorsqu'un enfant essaie de communiquer quelque chose, et quand vous pensez qu'il se trompe, ça n'est pas une erreur, il ne se trompe pas. C'est un essai de régler un problème, une tentative de régler un problème. Alors, ça n'est peut-être pas facile pour vous de comprendre ce qui se passe dans leur tête, et peut-être que l'approche n'est pas la bonne. Mais il y a toujours cette tentative, et c'est ce que l'on apprend quand on travaille avec les enfants. Et une fois qu'on a compris cela, on s'améliore. Alors, j'ai déjà dépassé de 5 minutes. Trop de diapos ici, comme d'habitude. Mais j'espère que j'aurai l'occasion de vous en dire plus une autre fois. Ah, on me donne 5 minutes de plus. Bien, alors. Ici, j'ai un petit exemple de conversation. Un jeune homme qui utilise tout d'abord PCS et il communique avec son professeur. Et il dit apporte donc le tableau de communication parce qu'il ne l'avait pas avec lui. Et on lui dit parle. Il s'appelle Sander. Et on lui dit, de quoi veux-tu parler? Et il répond, classe. Ah, tu veux parler de ce qui s'est passé dans la classe? Et il répond, oui. Alors, raconte-moi, dit-elle. Loto. Ah, vous avez joué au loto? Et il répond, oui, avec un mouvement de la bouche. Et avec qui as-tu joué? Et il répond, cuisine. Ce qui semble, bon, un petit peu étrange quand même. Et le professeur répond, as-tu joué dans la cuisine? Et il répond, non. Peux-tu me dire le nom? Et alors, il essaye d'indiquer plusieurs noms sans vraiment faire de choix. Mais il indique clairement le fait qu'il ne peut pas donner de nom. Et ensuite, on lui demande, est-ce que le nom est sur le tableau? Il répond non. Peux-tu voir la personne avec laquelle tu as joué? Et il regarde ensuite la porte de la cuisine. Et ensuite, ce qu'il voulait dire, il y avait quelqu'un dans la cuisine. Ah, et là on lui dit, tu as joué avec Marie qui travaille dans la cuisine.
Oui, donc quand il a répondu cuisine, c'était une façon de dire qu'il jouait avec Marie qui travaille dans la cuisine. Et donc c'est une sorte de métonymie ou synecdoque où on utilise le tout pour la partie ou la partie pour le tout, vous savez. C'est comme envoie un steak à la table 3, si vous voulez. Alors, Sander vient d'une famille très religieuse et donc il n'avait pas de Bible ou de prière sur son livre de communication. Et donc il a pointé Église, livre et parler pour l'obtenir dans son livre de communication. Alors, autre chose intéressante, il disait que son père avait un problème au dos en montrant les orteils, parce que quand son père avait mal au dos, eh ben, il s'allongeait sur le canapé, et ce que l'on voyait à ce moment-là, c'était les orteils qui dépassaient du canapé. Il utilise également cette stratégie de polysémie. Vous savez, un mot peut avoir plusieurs sens, c'est typique dans les différentes langues. Et ce professeur en classe avait fait une promenade en bateau, c'était sur la côte ouest où il y a vraiment l'océan. Et puis, ça tanguait un peu, il n'était pas très à l'aise. Et puis le professeur disait « Ah, mais ça a été super !» Et il a dit pistolet, peur, malade. Parce que on lui a demandé, il a demandé de rajouter pistolet dans son livre de communication, et donc on s'est dit ah bah peut-être qu'il veut parler de cow-boy, de crime, de ce genre de choses parce qu'il avait 11 ans, mais il a utilisé ce mot revolver pour dire dangereux. Pistolet voulait dire dangereux. Donc voilà, c'est de la créativité et puis c'est compréhensible. Et en réalité, alors voici des stratégies qu'on utilise. On demande aux enfants de nommer... Non, attendez, pardon, il faut que je passe. Voilà, on demande aux enfants de nommer des choses, et certaines choses ont été dans leur livre de communication et d'autres non. Et donc on voulait voir comment ils pouvaient régler le problème. Et donc on avait donc un fusil, alors, non, pardon, Sander n'était pas là, mais il y avait mourir, mauvais et catastrophe. Donc il utilisait différentes associations pour nommer l'objet, le pistolet en l'occurrence. Donc voilà, on peut apprendre de cela. Et je vais employer ma dernière minute pour vous parler donc d'inclusion, de participation et de communication accessible. L'inclusion. On veut que les gens soient ensemble, même s'ils ont des capacités ou des incapacités, de quelque ordre qu'elles soient. Et on veut que les enfants qui utilisent la CAA fassent partie de la communauté des apprenants et puissent devenir des partenaires autonomes dans la vie des écoles ou nurseries ou autres, malgré leurs limitations. Il n'y a pas de problème d'avoir un handicap. Alors on peut utiliser d'autres mots, mais ce n'est pas un problème d'utiliser ces mots-là. Mais la communication est vraiment à la base de l'inclusion. Donc si on veut travailler sur l'inclusion, il faut travailler sur la communication. Et il faut travailler sur l'environnement de la communication et il faut travailler sur les compétences partagées, parce que c'est ça qui nous mènera à l'inclusion. Alors, bien sûr, tous les enfants de la classe ne seront pas forcément très intéressés, ils ne vont pas tous montrer de la compassion, mais il y en aura toujours quelques-uns dans la classe. Et on crée comme ça de petits groupes. Et là, on obtient une véritable inclusion. Mais
Un de mes amis, un espagnol, c'était dans notre étude, lorsqu'ils allaient travailler avec donc des pères en classe, l'enfant ne voulait pas le faire. Et donc, mon ami, Cardon Basile, me disait, mais pourquoi tu ne veux pas le faire? Et en fait, il s'est avéré qu'il avait peur que le père ne puisse pas le faire, que le père ne soit pas capable de communiquer avec lui en utilisant son tableau de communication. Et donc là, c'était un garçon qui avait 14 ans, qui était très fonctionnel au niveau cognitif. Et il disait bonjour à ses enfants, il communiquait avec eux, mais il n'avait pas véritablement de conversation avec lui. Personne ne l'avait dirigé en ce sens. Mais ça aurait été possible. Malheureusement, les pères ont réussi assez bien, à la surprise du garçon qui, lui, se retenait parce qu'il était très content de cette classe. Il faisait partie de la classe et il voyait qu'il était inclus de nombreuses façons, mais il ne communiquait pas avec lui. Et c'était la faute du professeur. Voilà. Encore une. Encore une. J'aimerais juste vous rappeler que certaines personnes auront besoin de la CAA toute leur vie. Vous savez, je suis psychologue pour enfants et donc voilà, certains enfants restent enfants toujours, mais d'autres grandissent et arrivent à parler et certains ne pourront jamais parler, n'auront aucune compréhension de la langue parlée, mais ils arriveront à utiliser ce système et lorsqu'ils ont la CAA, c'est extrêmement important, même si leur champ de communication est très limité, c'est très très important. Donc il ne faut pas oublier que lorsque nous quittons l'école, ma foi, on a besoin d'un travail, on vit pour quelque chose, on est indépendant, on est seul. Et alors je sais que certaines personnes avec de multiples handicaps, les parents sont très inquiets pour eux et donc ils ont du mal à les faire sortir de la maison. Et certains parents avec qui ont des enfants qui ne sont pas handicapés ont le même problème, hein, cela dit. Mais il est important qu'on ne s'arrête pas avec l'école. Il faut continuer au-delà de l'école et il faut être sûr que les autres aspects de la vie feront partie de cette communication et toutes ces idées, et tout ce qu'il nous faut changera également et il faudra guider ce processus. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, professeur von Tetzchner. Il parle très bien français, hein, donc peut-être quelques questions. On a vraiment 5 minutes. Bonjour. Je vous remercie pour votre intervention. Et justement, ma question portait justement sur les 2 dernières diapos que vous avez faites. Parce que justement, même en France, il y a beaucoup de choses qui commencent à se faire dans les institutions pour les enfants, voire à l'école. Mais justement, le suivi est très, très, très compliqué lorsque ces enfants retournent à domicile, voire même en institution, où il n'y a plus autant de séances d'orthophonie, où il n'y a plus autant de séances d'ergo. Alors en libéral, c'est très compliqué. Pour trouver aussi même des orthophonistes qui ont envie de faire de la communication avec des adultes, avec des personnes âgées. Alors le métier apparemment a l'air très attractif pour des enfants,
Mais dès qu'on passe à de l'adulte, c'est beaucoup plus compliqué. Et en plus, il y a plein de pathologies aujourd'hui qui font que la personne peut avoir communiqué à un moment dans sa vie et avoir perdu l'usage de la communication et qui a besoin d'outils numériques ou non, même des pictogrammes, parce que leur pathologie les empêche de communiquer. J'ai un exemple de l'orthophoniste qui s'occupe de Natacha. Elle a dit « Je suis arrivée un jour dans une structure où tout le monde criait. Toutes les personnes qui étaient dans cette structure criaient. Le jour où elle a réussi à mettre un iPod ou un iPad, enfin ce que vous voulez, à certains enfants, ils ont pu dire pourquoi ils criaient. J'ai mal. C'était leur façon de communiquer. Ils criaient alors qu'ils avaient plein de choses à dire. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut que la France elle se réveille en disant que la communication, certes, elle part dès l'enfance, mais elle dure, comme vous avez dit tout à l'heure, toute la vie. Voilà ce que j'avais à dire. Well, C'était pas vraiment une question, mais je vais rebondir en disant que je suis tout à fait d'accord. C'est tellement important. Il y a des personnes qui ont toujours travaillé avec des adultes, en fait, pour l'aphasie ou des personnes qui ont eu des attaques cérébrales ou des accidents. En fait, il y a beaucoup de similitudes, mais en fait, il y a de grosses différences. Lorsqu'on perd quelque chose qu'on avait, c'est très différent de l'aspect développemental. Et c'est très important de voir ce groupe de la même manière pour les personnes qui ont développé la CA et qui continuent à l'utiliser. Je ne sais pas ce que M. Macron va faire, je ne peux pas parler en son nom, mais il faut établir un type de système de manière à pouvoir aller de l'avant. Et c'est vraiment une question d'organisation, de financement, mais également de créer les compétences et de l'attitude. Mais c'est toujours un problème, ce n'est pas qu'en France. Ce serait super que ce soit seulement en France. On se heurte à ce type d'écueil partout, en Norvège également. Lorsqu'on dépasse l'âge de la scolarisation, qui est très structuré, il y a toujours quelqu'un pour vous rappeler vos droits. Après l'âge de la scolarisation, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des personnes qui travaillent avec les adultes, qui font un superbe travail, mais il faut que quelqu'un soit intéressé par les adultes. Moi, je suis un psychologue de l'enfant et je comprends ceux qui s'intéressent aux enfants, mais il y a des adultes très intéressants également qui méritent et vraiment on doit les aider et je ne peux pas vous aider mais je ne peux qu'être d'accord avec vous et abonder dans votre sens. Je peux. Je souhaitais reprendre juste la phrase que vous avez dite concernant les évaluations. Et je crois que le problème que nous rencontrons actuellement en France, c'est pas tant faut-il évaluer ou ne pas évaluer, mais c'est comment évaluer. Ça y est, ça c'est éteint. En fait, on sort très difficilement du modèle de candidature et donc on fait surtout des évaluations qui sont normées et qui consistent à obtenir un niveau de l'enfant qui lui donne droit ou pas à certaines CA. Et je pense que ma consoeur, quand elle a parlé des évaluations, c'était ça, en fait, qu'elle voulait dire. Et ce que nous avons besoin d'apprendre à faire, ce sont des évaluations qui cherchent, qui cherchent à voir autre chose, c'est-à-dire comment aider la personne à mieux communiquer dans l'environnement dans lequel elle vit, en soutenant un petit peu tout le monde et en lui offrant les meilleurs outils pour cela, et pas en essayant de regarder si jamais elle est apte ou pas à avoir un dispositif de CA. Et c'est cette nouvelle modalité d'évaluation qu'on a besoin d'apprendre, et je crois qu'on ne sait pas encore le faire. Voilà, c'est tout.
Je suis dans la situation un petit peu délicate de dire que Christine Stolklein, mon ancienne étudiante, elle va être vraiment professeure lundi, va être officiellement intronisée professeure. Et en fait, elle a travaillé dans le développement de dispositifs pour évaluer les personnes difficiles à évaluer. Donc, vous avez des outils normatifs, et comme vous l'avez évoqué, mais il y a également des outils non normatifs. Les évaluations, ce n'est pas seulement faire des tests. Les évaluations et les bilans, c'est vraiment tout. C'est un ensemble général. Évaluer les parents également et les autres partenaires de communication potentiels. Donc, envoyez-moi un email et un courriel et je vais demander à Christine qu'elle vous envoie les différentes études les plus récentes pour voir les niveaux de base d'évaluation et les autres niveaux qui peuvent s'imbriquer tout en gardant la CA à l'esprit. Rien n'est parfait, mais ça peut répondre à vous donner des pistes pour vos futures évaluations. Merci beaucoup, professeur Van Techner.